Gustave m'a demandé l'autre jour, tu te souviens de Léon? Je l'ai eu au téléphone. Il est bloqué à Villeneuve, qui est la ville voisine. Pour les gens qui viendraient débarquer dans cette chronique, Léon est un peu intuitif, dirons-nous. C'est un type qui a une tête de moine, mais pas un moine du genre camembert moulé à la louche ou bière des trappistes. Non, un moine qui chante du grégorien et qui pèse 50 kilos. De temps en temps, quand il est au village, c'est-à-dire la moitié du temps, il circule en short avec une cape, même en janvier, et il chante à la Clairefontaine ou aux marches du Palais, et il est très conscient du fait qu'il est un peu original, ce qui n'est pas sans rapport avec le sujet, parce que son originalité se traduit par de mauvaises questions, des questions qu'il ne faut pas poser. Pour les réponses, vous allez voir, c'est Gustave qui me les a données. Il se trouve que Léon, comme on dit, est souvent fourré à la messe, mais là, ça fait un mois qu'il peut plus y aller. Il a raconté à Gustave au téléphone, tu sais que je suis assez copain avec l'évêque de Villeneuve, qui lui-même est très ami avec l'archevêque machin, j'ai évidemment changé le nom. Or, l'archevêque a fait partie de la délégation catholique qui a discuté avec le président par visioconférence récemment et qui m'a dit il est quand même très visible que ce Macron n'a aucune amitié pour le catholicisme, c'est très gênant, il paraît que cette réunion a été sinistre, il a été odieux, cassant, glacial. Gustave lui a répondu, écoute, moi non plus j'ai pas une passion pour les catholiques, mais tu m'aimes bien quand même. Et là, Léon a répondu, mais Macron c'est pas du tout pareil, il a un compte à régler, ça se voit, il déteste les chrétiens, et je vais te dire, la réciproque commence à être vraie. Maintenant on le déteste aussi. Alors, je m'attendais, dit Gustave, à ce qu'ils me disent que d'autres religions qu'on ne peut pas nommer étaient mieux traitées que la sienne, enfin ce qu'on entend généralement. Mais tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, de toute façon, c'est simple, depuis l'incendie de Notre-Dame, ce régime est maudit devant Dieu. Allons bon. Gustave était curieux d'entendre la suite parce que Léon a certains états de service quand même en matière de divination et même si on n'y croit pas ou à moitié, m'a-t-il dit textuellement, un mec qui est capable de résoudre des équations en 3 secondes et de calculer une racine carrée et de jouer n'importe quoi au piano après l'avoir entendu une seule fois est un mec que tu écoutes quand même quand il te tire les cartes. Et alors, lui ai-je dit, alors il a une thèse intéressante, il dit, bien entendu, c'est pas son régime qui a mis le feu à Notre-Dame, il y en a qui disent, c'est la stratégie du choc, c'est un complot, etc., j'y crois pas non plus, mais au fond, c'est bien pire, il dit que Macron a simplement laissé ouverte la porte, il livre passage aux forces du mal, selon lui, avec lui, la porte de l'enfer est entrouverte, en quelque sorte, et Gustave m'a dit... je lui ai répondu de manière joviale, « Ouh là là, faut la refermer tout de suite !» Et il a répondu lui-même, « Ça va être dur !» Il parlait très sérieusement. Hein. Ah non, ne me dis pas, a dit Gustave, que c'est l'antéchrist. » Et là, Léon lui a rappelé, « L'antéchrist est aimé de tout le monde et il fait des miracles, tandis que lui, tout le monde le déteste et c'est un impoté. Il a besoin, par exemple, de convoquer les gens qui ont la faveur générale, c'est la parabole de la poule aux œufs d'or. Dès que quelqu'un a plus de talent que lui, il essaie de lui ouvrir le ventre pour comprendre pourquoi. À la fin, il n'y a plus autour de lui que des âmes damnées pour lui obéir. Et là, me dit Gustave, j'ai trouvé que c'était assez juste comme observation quand tu y réfléchis. Je rappelle que Gustave est libraire. Hein. Il a essayé d'enrôler Onfray, Piketty, Welbeck, Villani pour finir par ne garder que les brutes autour de lui qui ont une barbe de 3 jours, les demeurés avec une grande casquette, si tu vois ce que je veux dire, les lâches qui disent mais si le président m'en avait parlé, les porte-paroles déguisés façon Disneyland qui feraient mieux de la boucler. Et tu dis quand même que Léon a raison. Donc, lui ai-je dit, donc le problème, selon Léon, c'est qu'il déchaîne, Macron déchaîne des forces mauvaises. Et là, Gustave me dit encore, j'y ai repensé, c'est assez vrai, quand tu vois les maires qui en font soudain des tonnes pour obliger la population à porter le masque, les commerces qui commencent à construire des cages de plexiglas partout, quand tu vois tous les petits chefs, les maires de villes moyennes faire de la surenchère sans arrêt dans le genre schtroumpf à lunettes, réclamer de la télésurveillance, du fichage, appelé à la délation, quand tu vois la population elle-même qui t'engueule par Internet, quand tu racontes que tu viens de faire une promenade de 3 heures sans rencontrer personne, eh ben c'est le résultat d'une politique délibérée qui consiste à créer partout les conditions du haine du voisin pour essayer de passer ensuite pour celui qui prône le retour à la raison et à la bonne entente.
Tout le problème est de savoir si la raison, c'est vraiment l'état antérieur, parce que c'est là-dessus qu'il compte. Des auteurs du genre à quoi bon on va tous crever, que j'aime pas trop, comme Michel Houellebecq, me dit-il, ont déjà dit oui, c'est comme ça que ça va se passer, rien va changer, vous allez voir, ça va continuer comme avant. Sauf que Michel Houellebecq me dit toujours Gustave, quand il a un problème, lui, il le confie à son avocat, quand on lui dit que sa maison est pas aux normes, il a dit mettez-la aux normes. Je veux pas savoir ce que ça coûtera. Quand il voit une administration idiote et injuste, ou des élus corrompus, ou des voleurs et des escrocs partout, une insécurité permanente dans les quartiers populaires, il dépense ce qu'il faut pour avoir la paix, il s'installe à Marbella ou en Irlande, et puis il te dit que rien ne va changer. Mais c'est plus de ce genre de gens que ça dépend, parce que eux, ils subissent jamais vraiment le sort des autres. Ceux qui le subissent ont, avec la crise économique, une chance de faire tomber ce qui les oppresse, puisqu'on va repartir de très bas, apparemment, et ça, c'est nouveau. Gustave, comme toujours, a pris le petit côté de la lorgnette, et il m'a dit, prends par exemple ce que je te disais la semaine dernière sur le contrôle technique des motos et des scooters. Le pays a déjà 700 000 personnes qui ne passent pas le contrôle technique des voitures parce qu'ils ne peuvent pas payer les réparations. Et là, avec la crise économique, que font tous ces cons à Paris? Eh ben, ils te disent qu'on va en rajouter une couche pour ceux qui circulent en deux roues. Donc, c'est des cinglés. Tu crois qu'ils diraient, on voit bien que vous avez du mal, on va baisser la barre, allez, on fait un contrôle à 15 € pour vérifier juste les freins, les pneus, la direction. Non, chaque année, ça devient plus précis, ça devient plus méchant, et maintenant, c'est les motos. Pourtant, le sort qu'ont connu les radars en France devrait leur mettre la puce à l'oreille. Eh ben, les gens vont dire maintenant, vous arrêtez. Sans ça, on sabote aussi les centres de contrôle technique. Mais ça, Houellebecq te le dira pas. Il a probablement même pas le permis. S'il a une voiture, c'est pas lui qui s'en occupe. Il paye, il fait payer. C'est pour ça qu'il dit que rien ne changera et que c'est pas si grave et que le peuple est une espèce d'animal qu'il suffit de nourrir pour qu'il la boucle. Et c'est là que Gustave me dit, en fin de raisonnement, j'ai reçu un deuxième coup de fil, figure-toi, cette semaine, comme une illustration en fait, de ce qu'il venait de dire. Confinement oblige, un coup de fil assez long de ce vieux monsieur dont tu as déjà parlé déjà dans ta chronique. Il faudrait que tu en reparles parce que ça va pas très bien pour lui. Tu sais, c'est le vieux Guillaume là qui a sur les bras un ancien bien de famille, une espèce de colonie de vacances proche du village classé de Saint-Julien. Alors je rappelle, moi, les faits, le bâtiment était assez joli, mais il y avait un voisin cinglé qui a fait couper ou dessoucher une forêt protégée contre toutes les règles pour y faire un hangar. Donc évidemment, son bâtiment, au vieux, était moins séduisant à vendre. On leur a recommandé d'attaquer devant le tribunal administratif, mais le préfet, 2 ans après, a fini par rendre légal le défrichement qui était au départ illégal. Donc c'est pas ça qu'il peut attaquer. Il attaque le fait que la mairie ait déclassé la moitié de ses bâtiments en agricole. Et qui a fait ça? Eh ben, c'est le responsable de la commission urbanisme de l'ancienne mairie de Saint-Julien, qui est en même temps directeur du Crédit Agricole de Saint-Julien. À noter, le vieux monsieur a pris une assurance juridique du Crédit Agricole qui l'aide à attaquer un plan d'urbanisme concocté par qui? Par le directeur du Crédit Agricole. On est tombé sur la tête. Et le vieux monsieur gagne finalement son procès 3 ou 4 ans après devant le tribunal administratif, qui généreux lui accorde un retour à l'état antérieur, mais lui attribue seulement le montant des frais d'avocat, donc la commune ne lui doit rien pour le fait qu'il n'ait pas pu vendre sa maison, qu'il ne puisse plus payer l'impôt foncier, etc. Bon, ça c'était mon rappel des faits, mais j'étais curieux de savoir quel était l'élément nouveau, puisque les dernières nouvelles avaient l'air assez bonnes. Il avait trouvé un acheteur. J'en ai été témoin il y a 3 mois, un promoteur qui avait signé une promesse pour faire 9 appartements, 3 par niveau, parce que c'était un très grand bâtiment. Eh bien ça ne peut pas se faire, m'a dit Gustave, parce que la communauté de communes vient de trouver une anomalie sur le cadastre. Figure-toi que les magouilleurs de la mairie de Saint-Julien, il y a 7 ans, quand ils ont refait le PLU, ont créé une zone de 300 mètres carrés à l'intérieur d'une parcelle de sa propriété à ce monsieur pour la classer zone de sport et de loisirs. Résultat, le promoteur ne peut pas faire ces 9 appartements parce qu'il faudrait aussi faire des parkings obligatoires et il faudrait pour cela qu'il morde sur la parcelle artificiellement créée dans son dos, sans géomètre, comme zone de loisirs et de sport. Le pauvre Guillaume, le propriétaire, là, il a 1 000 € de retraite pour vivre, il est âgé, il sait plus comment payer le foncier et l'assurance du bâtiment. Ça fait 5 ans que ça dure et tout le monde s'en fout. Et c'est si banal en France de subir pareille injustice que ça s'accumule depuis le milieu des années Sarkozy dans tous les domaines, dans tous les milieux sociaux, à part visiblement celui de Houellebecq qui voit pas pourquoi ça changerait, puisque pour lui, ça baigne.
Et donc cette pression va forcément mener à quelque chose. Alors je lui dis, à quoi? Au grand soir? Il me dit non, c'est le début d'une période où le peuple va exiger une simplification absolument radicale dans tous les domaines pour que l'administration recolle à la réalité. On ne peut pas continuer à être aussi procédurier, complexe, corrompu, paresseux. La France n'en a plus les moyens. Ce que je te dis, a-t-il ajouté, du contrôle technique minimum s'applique à la plupart des activités où on pourrait instaurer la règle du minimum. Des exemples, lui ai-je demandé des exemples, je veux des exemples en pensant à mes abonnés qui en sont toujours friands. Et ben il me dit, le jour où l'entreprise de défrichage vient arracher la forêt, là tu lui demandes de produire le papier d'autorisation préfectorale, et si elle l'a pas, elle est mise en liquidation le mois suivant et le propriétaire du terrain est exproprié. Alors je lui dis, ça suppose quand même un sacré chambardement juridique. Et il me répond, ça suppose déjà un nouveau parlement proportionnel obtenu après une semaine d'insurrection à Paris et ça s'appelle l'histoire de France. Je lui dis, t'as d'autres mesures, d'autres solutions comme ça. Et si, il me dit, si le préfet a délivré un passe-droit qui permet de dévaster 4 hectares en toute illégalité pour faire plaisir à ses copains de la même obédience, me dit-il. Là, je l'interromps. Obédience, tu veux dire? Oui, je veux parler de l'obédience, me répond-il, des faiseurs de fric. Tu pensais à quoi? Il a souri, il a repris. Eh ben, si ce préfet a délivré ce papier illégal, il est limogé. Et les conseillers municipaux qui se sont entendus pour déclasser des terrains en douce, pour créer des zones de loisirs au milieu du jardin des autres, pour créer des réserves foncières cachées, seront poursuivis sur leurs biens à titre personnel. Et les directeurs d'agences du Crédit Agricole, qui sont en même temps maires de leur village et qui te vendent une assurance protection juridique contre les saloperies qu'ils te font le lendemain comme maire, tout en se faisant voter l'immunité, comme on vient de le voir, eh bien, ils n'en auront plus le loisir ni le droit. Dans tous les domaines, si tu envoies des nettoyeurs, c'est fou le ménage qu'il y a à faire en France. Jamais la période historique n'aura été aussi favorable depuis la guerre. Regarde sur Internet. Tu cherches le numéro, par exemple, de la poste de Saint-Julien. Avant les passes jaunes, tu as 14 adresses d'officine qui te piquent 2,50 € par appel en utilisant un numéro relais du genre 08. Pareil pour les cartes grises en ligne, etc. Donc c'est de l'arnaque institutionnelle. Tu ne vas pas me dire que les sociétés d'arnaqueurs en question ne sont pas faciles à trouver. On pourrait le faire demain. Tu vas pas me dire qu'on ne peut pas débusquer dès la semaine prochaine les blanchisseurs d'argent dans le commerce de détail, qu'on ne peut pas remonter jusqu'aux spécialistes en faillite frauduleuse qui envoient en ce moment même dans la région de Nîmes et de Montpellier tout le matériel des sociétés nouvellement créées à l'étranger dès qu'elles ont mis la clé sous la porte. Ce qui est de notoriété publique. Dans tous les domaines, il y a maintenant deux sortes de gens. Ceux qui, comme Houellebecq, vont te dire si les gens sont assez cons pour se laisser faire, on va pas prôner la vertu, sauf si on a du temps à perdre. Et puis il y a les autres, comme moi, me dit Gustave, qui disent écoute, on vient justement de perdre beaucoup de temps et d'argent à réfléchir à ce qu'on ne veut plus, à ce qu'on pourrait faire, et tout ça, là, les cabinets d'études qui rendent un rapport à 8 000 € dont on aurait pu se passer, on n'en veut plus. Les agences comme les agences régionales de santé, par exemple, on n'en veut plus non plus. À qui récemment, on a demandé de produire le réseau des ARS, on a demandé de produire des cartes de déconfinement et qui t'ont mis la Haute-Corse et le Gers en rouge vif avant de dire « attendez, on avait mal lu les chiffres ». Eh ben messieurs, leur dit Gustave avec les mains en porte-voix là, vous voulez qu'on raconte à tout le monde combien vous gagnez pour vos talents de statisticien en situation épidémique ? Bon là, la conversation aurait pu durer des heures, mais elle s'est achevée ce jour-là sur le thème des ARS, justement, des agences régionales de santé, parce que moi, j'avais une raison assez particulière de ricaner à leur sujet. Je m'étais intéressé de près aux maisons médicales, dans cette chronique, aux maisons médicales que l'on crée partout dans le département sans qu'il y ait le moindre médecin dedans, et donc je soupçonnais fortement les communautés de communes et les agences régionales de santé, les ARS, de s'entendre pour faire marcher surtout l'immobilier. Ce qu'a confirmé, ai-je dit à Gustave, un reportage de France 3 qui disait textuellement « En Occitanie, le développement des maisons de santé s'est accentué de manière délirante depuis 2010. En 2010, il y en avait une dizaine, et en 10 ans, elles sont devenues 205. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'elles fonctionnent et combien ont un médecin? Question que France 3 a donc posée à l'agence régionale de santé concernée, celle d'Occitanie, et la stupeur, la réponse est « on ne communique pas les chiffres ».
Alors moi, je m'apprêtais à faire mon Gustave sur cette question, mais il m'a devancé pour dire, eh ben tu vois, dans ma Nouvelle-France, là, celle qui, contrairement à ce que dit Houellebecq, ne continue pas comme avant, parce que c'est plus possible, on sort de leur trou, manu militari, les 14 types qui ne souhaitent pas communiquer les chiffres, on balance un reportage avec leur tête, les noms des entrepreneurs qui ont réalisé les travaux, le degré d'occupation des maisons médicales, tout y sera. Et crois-moi, l'année suivante, eh bien, il y aura moins de candidats pour aller au pilori. Coût moyen d'une maison médicale vide, me dit-il, 1 million. Coût d'une subvention municipale aux médecins qui s'installeraient, mettons 20 000 par an. Donc pour 1 million d'euros, tu le payes 20 000 par an pendant 50 ans. Donc tu as un médecin qui s'installe dans une vieille ferme, c'était pas dur, mais non, il leur faut du verre, de l'acier, des comptabilités opaques, des copains à la région. En fait, quand tu réfléchis, il faut faire voler en éclats tout ce tissu, ce réseau des copains. Il faut que les mandats soient non reconductibles. Tu connais la dernière bourde de l'ARS Occitanie. Ils ont interdit au maire de Béziers de proposer des tests coronavirus aux enseignants qui rentrent en classe lundi, là. Alors là, me dit Gustave, de deux choses l'une. Ou ils craignent qu'on trouve des cas parmi les enseignants, et ça compromet la rentrée, ou bien plutôt, et ça je penche pour cette explication, on n'en trouve pas de cas positifs, et à mon avis c'est plutôt ça. Tu le vois très bien au ton des gardiens de la parole à la télé en ce moment. Dès qu'on dit que le virus pourrait être en train de s'éteindre, ils te répondent pas du tout, pas du tout. Ils te disent vous êtes fous de dire ça, on pourrait vous entendre. Parce qu'en fait ce sont des collabos par nature. Et le virus c'est une invasion, c'est aussi l'instrument d'une invasion des esprits, dans les esprits. Ça permet d'instaurer des méthodes de pays occupés. Les collabos aiment l'occupant qui les maintient en place déjà. Et puis il permet de calmer le peuple. Et puis il permet aussi accessoirement de donner raison à Houellebecq sur le ton tout est foutu, rien ne changera jamais. Donc ces gens aiment le virus, donc ils vont te raconter le plus longtemps possible qu'il est toujours là, même s'il n'y est plus, et au mois d'août, une guerre civile larvée va opposer les gens masqués et les autres. Eh bien nous verrons si Gustave a raison, mais la première chose, me semble-t-il, à mettre à son crédit, c'est qu'il n'est pas entièrement tort. À bientôt, merci.